L'histoire qui va suivre est d'une durée de 20 minutes. Accordez-vous le temps nécessaire pour l'écouter, et de préférence, pour une meilleure qualité et par souci de discrétion, en utilisant un casque audio ou des écouteurs. Bonne écoute. Lui et la grande D. Je vais vous conter la mésaventure qui est arrivée à un homme que nous prénommerons François-Xavier. Il peut être vous, moi, votre voisin, votre cousin, votre père, votre grand-père. Il peut être n'importe lequel d'entre nous. Un beau jour, si l'on peut dire, à l'âge où l'on est encore un môme, François-Xavier fit une rencontre dont il ne comprit l'importance que bien plus tard. La magique insouciance de l'enfance, que nous perdons avec le temps, est à double tranchant. On ne voit que ce qui est bon, ce qui est bien, et on ne voit arriver que rarement le mal lorsqu'il se présente à nous. C'est donc un jour, alors que l'enfant François-Xavier s'occupait avec ses jouets, qu'il fit pour la première fois la rencontre avec la grande D. Il ne la voyait pas. Elle était comme fantomatique, très loin, et ses contours étaient si flous qu'il ne pouvait la deviner. Il la ressentait juste. Plus le temps passait, plus la grande D était pourtant bel et bien présente, telle une nounou qui prend sa place de façon insidieuse sans pour autant annoncer sa présence. François-Xavier ne la voyait pas, il était trop jeune, il ne l'identifiait pas. Il ressentait juste ce petit quelque chose au fond de lui, un petit quelque chose qu'il avait appris à laisser de côté pour faire comme si de rien n'était, et surtout, pour ne pas inquiéter. Les années passèrent et François-Xavier s'habituait à cette étrangère qui le collait un peu plus chaque jour. Elle n'était alors pas très dérangeante et passait inaperçue aux yeux de tous. La question qu'il se posait était de comprendre ce que cette grande D lui voulait. Pourquoi était-elle là, si présente et si absente à la fois, floue au point de ne pas pouvoir être vue et discrète au point de ne pouvoir lui parler? Mais que voulait-elle ? La nature profonde du jeune homme lui disait qu'il était fait pour réaliser de belles et grandes choses. Il avait l'espoir qu'il signerait la réussite d'une vie et qu'on déduirait de lui un jour la différence entre simplement réussir dans la vie et réussir sa vie. On dirait même de lui, le jour de sa mort, à n'en pas douter, qu'il a eu la chance d'avoir vécu une belle, riche et longue existence. On l'envierait même. François-Xavier avait besoin des espoirs et il nourrissait des lendemains de réussite. Mais ça, c'était son vœu à lui, son souhait le plus profond. La grande D, qui ne le quittait plus, serait-elle d'accord et appuierait-elle ses projets à venir ? Il comprit au fil du temps qu'il devrait composer avec elle. Le laisserait-elle puiser en lui la force et les capacités nécessaires pour les événements auxquels il ferait face à l'avenir ? L'aiderait-elle à tirer les cordes du destin lorsqu'elles se présenteraient à lui, l'une après l'autre, jour après jour ? François-Xavier décida de ne jamais avoir d'enfant pour ne pas faire revivre la punition qu'il vivait lui-même. Une punition où chaque journée devenait un fardeau plus lourd que la journée précédente. Quelques grammes de plus chaque jour, et le fardeau finirait au fil du temps par peser des centaines de kilos. Peut-être vous demandez-vous si notre jeune homme finissait enfin par voir qui était cette grande D, intrusive, omniprésente et de plus en plus exigeante. Une nounou qui s'était imposée à lui et ses parents, qui ne demandait ni salaire, ni reconnaissance, ni signe d'existence. Si François-Xavier devait la personnifier et la décrire à ce stade de sa vie, il aurait eu bien du mal. Son image était toujours très floue, même si des contours commençaient à apparaître. Il ne s'agissait pas d'un fantasme, ni de la peur d'un monstre caché sous son lit ou dans un sombre placard. La grande D était là, non-stop, 24 heures sur 24, d'abord observatrice et suffisamment proche pour se faire accepter, mais elle commençait petit à petit à se manifester. D'abord un peu, en provoquant des événements qui perturberaient à coup sûr ce qui aurait dû être une vie normale. Cette D, comme François-Xavier finissait par la nommer, s'était en fait fixé 3 missions précises.
Le destin l'avait collé à son hôte et elle ne le quitterait plus. La première de ces 3 missions était de faire en sorte que son hôte l'accepte, la ressente et lui laisse la place dont elle avait besoin pour s'épanouir et se développer plus tard. Se faire accepter en lui et malgré lui était donc désormais mission accomplie. Commença alors pour François-Xavier une vie de moins en moins facile, une vie où il devait alterner un métier à l'autre, où D s'activait pour faire en sorte que rien n'aille jamais comme il aurait fallu. Elle prenait les commandes d'une vie qui n'était pas la sienne. Elle se mettait tel un DJ devant sa console et activait selon son bon vouloir les curseurs des humeurs, de l'intellect, de la forme et des émotions. Elle s'était faite accepter lors de sa première mission et avait obtenu de son hôte, sans qu'il s'en aperçoive, qu'il lui abandonne les commandes de sa vie et de sa destinée. La grande D œuvrait en silence, et la multiplication de ses prises de commandes finirent par attirer l'attention de François-Xavier, qui se rendit compte qu'il perdait parfois ses moyens. D avait la main mise, lorsqu'elle le souhaitait, sur son intellect et ses émotions, ne lui permettant pas d'être lui-même dans certaines situations, l'interdisant d'être aux commandes de son être profond. Le temps passa encore, et D n'avait toujours pas de visage, pas d'identité propre. Mais si François-Xavier devait la personnifier, il la décrirait grande, très grande, mince à la limite de la maigreur, des cheveux très longs, raides et noirs, et des mains sèches et squelettiques. Elle serait habillée d'une tenue d'une autre époque, jupe longue noire plissée, relevée par un chemisier blanc sans prétention et des godasses noires brillantes. Le regard noir et le teint blafard de son visage flouté auraient parfait la description de la grande D. Certains diraient de ce portrait qu'elle ressemblait à une sorcière, mais il n'en était rien. Elle n'en était pas une, mais elle avait bel et bien des pouvoirs néfastes qu'elle utilisait comme bon lui semblait. Il était désormais clair qu'elle ne voulait pas que du bien à François-Xavier et que sa mission était loin d'être achevée. Le mal-être grandissant du jeune homme, de plus en plus solitaire, qui faisait face à cette néfaste présence, le poussa un beau jour au détour d'un rendez-vous en clientèle à se rendre chez son médecin afin d'aborder le sujet. Ce que le médecin appela alors une période stressante permit la prescription d'un premier médicament que François-Xavier n'avait jamais eu à prendre. Il n'avait alors que 23 ans. Pourtant, à faible dosage, François-Xavier n'oubliera jamais l'effet que ce médicament eut sur lui. Ce devait être semblable au ressenti d'une première prise de drogue, alors que son corps n'avait connu jusqu'ici aucune ingestion de ce genre. Un effet nouveau, vierge d'ancienneté. Il flottait. Son esprit s'était détaché de son corps et avait laissé derrière lui les soucis du moment, et la grande D aussi, qui se taisait enfin. Il avait comme retrouvé sa liberté chérie et son autonomie de penser et d'agir. Malheureusement, les effets bénéfiques de cette première tentative médicamenteuse ne durèrent pas. Et D réapparut, encore plus forte et encore moins floue, encore plus en colère. Si D avait remporté la première manche en posant les jalons de sa présence dans l'existence de son hôte, elle n'en resterait pas là. Elle devait progresser et remplir la mission qui était la sienne. Rappelez-vous, 3 missions composaient son combat. Elle avait remporté le premier et il fallait passer au second. Ainsi, les décennies suivantes furent cruelles. François-Xavier, qui se faisait voler régulièrement les commandes de son intellect et de ses émotions, laissa sur le bord de la route des gens qu'il avait pourtant aimés. Des gens qui, pour la plupart, avaient tenté de comprendre le fonctionnement complexe de cet ami qui ne saisissait pas toujours. Les vrais amis qui se comptent, au sens le plus large, sur les doigts d'une seule main, avaient au fur et à mesure déclaré forfait et baissé les bras devant tant d'incompréhension, devant cet être presque bizarre et si différent. S'il était évident pour François-Xavier que ses amis comptaient pour lui, il était tout aussi évident pour D qu'il ne pouvait en être ainsi.
Son hôte ne devait avoir personne autour de lui, et elle s'employa à détruire, les unes après les autres, les amitiés qu'il avait construites. Il y en eut pourtant des fortes et des puissantes amitiés, qui semblaient ne pouvoir résister à aucune tempête. Mais une tempête n'est rien face aux décisions et aux actes perpétrés par la Grande D. Elle disposait d'un arsenal sans limite et jouait avec les événements de la vie, mélangeant les genres et les émotions, les réactions et les sentiments. Tout lui était possible. Et le pantin qu'était devenu François Xavier, pantin épuisé par le combat incessant qu'il devait mener, ne voyait et ne comprenait plus rien dans le jeu mortifère qui se jouait pourtant sous ses yeux. De connaissance en connaissance, de collègue en collègue, de copain en copain, d'ami en ami, François Xavier voyait fondre comme neige au soleil ceux qui composaient sa vie. Il ne les comprenait pas et eux ne le comprenaient plus. D faisait son œuvre et s'activait à réussir la deuxième partie de sa mission, faire le vide autour de lui. Faire en sorte que sa victime se retrouve seule, à chaque seconde du jour et de la nuit. Force est de constater qu'elle réussit là aussi son pari, car à l'aube de sa cinquantaine désormais, François Xavier se retrouva effectivement seul, seul comme jamais personne n'aurait pu un jour l'imaginer. Le jeune homme, devenu homme, s'était au gré de très longues années si vite écoulées, forgé une carapace de protection contre les autres, contre tous les autres. Personne ne pouvait y pénétrer, égard à celui ou celle qui tenterait de s'y aventurer. Il perdit contact avec toutes ses relations, amicales, professionnelles, et coupa même les ponts avec sa famille. Cette insupportable méconnaissance du mal et cette impuissance à lui venir en aide ne faisaient qu'entretenir le mal-être de parents qui n'avaient pas à souffrir de sa grande D. Elle était à lui, et le temps passant, il la faisait de plus en plus sienne. Elle s'assimilait à lui pour ne faire plus qu'un. La grande D gagnait encore une bataille, la deuxième de sa liste noire. Elle avait fait le vide complet autour de son hôte, et cela semblait désormais totalement irréversible. Son empreinte en lui était imprimée au fer rouge. Il lui appartenait. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parfois, François Xavier s'adressait à elle, à voix haute, cherchant un moyen que les médecins n'ont jamais trouvé, de la mettre sous contrôle ou de signer un pacte qui satisferait tout le monde. Il creusa au plus profond de son esprit, il chercha à identifier les où, quand, qui, comment et surtout, pourquoi. Oui, pourquoi lui? Il ne trouva jamais de réponse et les multiples médecins qui l'avaient déclaré dépressif ne surent le soigner. Elle aurait pu s'appeler Delphine, Denise, Dominique ou encore Diane, mais il l'avait simplement appelée la Grande D, sa grande dépression. De traitement chimique en traitement chimique, il bousilla un peu plus à sa santé. La Grande D gagnait sur toute la ligne. François Xavier aura bien remporté quelques rixes contre elle, mais jamais de bataille, et encore moins la guerre qui n'était pas encore terminée. Il est certain que pour quelques-uns, cette histoire pourtant tirée de faits réels n'est qu'un énième apitoiement qui sombre dans le mélodrame. Pourtant, croyez-le ou non, nul ne peut savoir combien François Xavier s'est accroché, a combattu, presque chaque journée de son existence. 18 000 jours à combattre, 432 000 heures dont la plupart nécessitèrent concentration et bataille psychologique pour garder éloigné de lui le plus possible sa grande D. La grande D, toujours là, toujours plus forte, toujours plus agressive et de moins en moins floue. Elle a pris possession d'un lieu et d'un corps qui ne lui appartiennent pas, comme un locataire qui ne paierait pas son loyer et dont on ne parvient pas à se débarrasser. Elle s'est accrochée à lui comme une étoile de mer au fond des océans, là où il fait froid et noir, là où seuls ceux qui coulent se retrouvent. L'histoire de François Xavier n'est pas terminée.
Malgré les apparences souvent trompeuses, il poursuit son combat, loin des médecins et des traitements chimiques auxquels il ne croit plus. Sa grande dépression est là, blottie contre lui, comme une vieille pute à la mauvaise haleine dont on ne se défait pas. Sa grande D a fait le vide autour de lui. Certes, les amis ne sont plus des amis, les collègues ne sont plus des collègues, sa famille n'est plus vraiment sa famille. Mais faire le vide autour de lui n'était pas suffisant. Il fallait aller encore plus loin dans la cruauté. De fait, la chose immonde opéra également sur l'aspect matériel et financier. Rien de tout ce que vécut François-Xavier ne concernait que sa vie privée. Tout avait un impact, direct ou collatéral, sur sa vie professionnelle et donc sur ses finances. Et de vie professionnelle, il n'en avait plus. Il avait dû abandonner l'idée de faire semblant et de jouer une comédie qu'il ne maîtrisait plus. Il en était réduit au rien. Il en était réduit aux minima sociaux, qui le révulsaient à vomir et qui ne lui permettaient pas de survivre. Elle a bien réussi son coup, la grande D. Elle a vaincu bataille après bataille. Elle a réussi à se faire connaître et accepter insidieusement. Elle est parvenue à faire le grand vide autour de François-Xavier et elle poursuit son œuvre pour atteindre son ultime objectif, ouvrir les portes du néant. Les gens ont souvent très peur de parler de la mort, et encore plus de la leur. Ne leur parlez pas de l'organisation de leurs propres obsèques, ils auraient l'impression d'appeler prématurément la faucheuse de leurs vœux. François-Xavier, lui, a appris, à force de combat, à y penser, à vivre avec et même à l'envisager. Lorsque la mort n'est pas naturelle, accidentelle ou résultante d'un assassinat, on parle de suicide. Un mot affreux qui représente le choix d'un être vivant de mettre fin, par lui-même, à sa propre existence. Ce mot fait peur et est pour beaucoup tellement tabou qu'il ne doit même pas être prononcé. Combien de fois François-Xavier a entendu la phrase « Mais pourtant la vie est belle, tu as tout pour être heureux ». Combien de fois s'est-il tu plutôt que de dire sa façon de penser sur le sujet? Vivre normalement, sans une grande D qui vous colle à la peau, offre des perspectives, des projets d'avenir, des buts, une vision des lendemains. Mais lorsque la grande dépression est aux commandes et qu'elle ne vous les rend plus, le monde n'est plus le même. Il est sombre, aseptisé, froid, dans les bas-fonds de l'âme humaine. Elle vous retire ses perspectives, l'avenir et la vision de lendemains heureux. Croyez-le ou non, le duo de François-Xavier et de sa grande D ne lui permet pas de vivre normalement. Il ne lui permet pas de se projeter au-delà de l'heure qui suit, car la réalité est qu'il ne maîtrise plus rien désormais. C'est un état. Bien plus qu'un symptôme médical, c'est un mode de vie, un non-choix qui s'impose, avec toutes ses conséquences désastreuses. Celle qui était désormais ancrée en lui ne lui apparaissait plus comme une grande femme maigre, brune, aux mains émaciées et aux bottines brillantes. Elle était lui, tout simplement, elle était lui, un être devenu unique. Ce mélange des genres allait pourtant poursuivre son œuvre vers l'étape 3 du processus engagé il y a plus de 40 ans. Il fallait désormais que l'ouverture vers le néant se profile. Le néant, le vide, le rien, la décomposition et le noir. Entre regrets, remords, larmes et questionnements, François-Xavier en a souvent appelé à la mort. Il passait souvent en revue les solutions qui s'offraient à lui. Il envisageait les besoins, les délais, la préparation, le lieu. La grande D avait fait de lui une machine à penser la mort afin de terminer son ouvrage. Le soir, lorsqu'il se couchait, François-Xavier posait sa main droite sur son cœur. Dans le silence d'un monde qui s'endort, il percevait les pulsions de sang qui allaient et venaient. Il sentait la vie qui passait dans ses veines pour irriguer ce qui doit l'être. Le tic-tac lointain d'une horloge à aiguille berçait son esprit mais ne le calmait pas. Il était en quête de quiétude et surtout de silence et de calme.
Et là, on pouvait l'entendre chuchoter ces mots. Toi, mon cœur qui t'es battu jusqu'ici, toi qui as connu tous mes stress et mes angoisses, toi qui as si souvent sursauté, éteins-toi, arrête-toi paisiblement et laisse-moi partir durant la nuit. Tu as fait ton œuvre et je t'en remercie. Et pourtant, on ne parle pas à son cœur, en tout cas, il ne vous écoute pas. Chaque éveil suivant, ses yeux se rouvraient, sa conscience revenait, accompagnée de tout le mal qu'il avait cumulé durant toutes ces années. Sa prière dédiée à son cœur n'était pas entendue. Il paye une addition, comme celle que l'on doit payer lors d'une fin de soirée où tout le monde s'en va et que vous devez rester pour régler le maître d'hôtel. Une addition colossale que personne ne peut comprendre, car elle est le fruit d'expériences personnelles qui ont créé le mal et la solitude. Un rappel constant que la vie ne devrait pas être comme ça, mais il n'y peut rien. Alors il paye. Aux dernières nouvelles, François-Xavier poursuit son combat, un combat perdu d'avance, il le sait très bien désormais. Mais il est encore là, réduit au rien, au minimum vital, et peut-être un jour à la rue. Son regard et son attention se perdent souvent dans le vide, comme s'il regardait encore la bande usée d'un film de vie qu'il sait avoir été forcé de gâcher. Sa grande dé a gagné la quasi-totalité de son combat. Elle lui laisse l'impuissance, la solitude, le souvenir et le choix des armes pour son accès au néant. Retrouvez les histoires de Fred sur Twitter et Facebook, @Histoire de Fred, histoire au pluriel.